Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vision Chine, Waikoloun Kan Zhongguo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Mandarin TV Eliana Banchev. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Eliana, vous êtes une jeune cinéaste de 32 ans, d'origine bulgaro-française. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, sur votre parcours? Oui, alors je suis vraiment honorée d'être à Mandarin TV pour Vision de Chine. Je suis d'origine bulgare, j'ai grandi à Paris. J'ai beaucoup voyagé dans une quarantaine de pays hors Union européenne, disons, hors Europe. J'ai fait des études d'économie et gestion à la Sorbonne, puis des études de cinéma. J'ai travaillé pour des boîtes de production, notamment à la Warner aux États-Unis. J'ai fait des courts-métrages et je prépare un long-métrage documentaire sur une sonneuse de cloche en Bulgarie. J'ai aussi un projet sur les vieux quartiers pékinois, enfin les Houtangs. Est-ce que vous avez toujours voulu être cinéaste? J'ai travaillé dans le cinéma. Je pense que j'ai toujours eu une aspiration pour le cinéma, pour les images, pour les histoires aussi. Je tournais déjà de petites vidéos en Bulgarie dans mon enfance. Mais le parcours avant de vraiment m'investir dans le cinéma était assez long. Et justement, la Chine a joué un grand rôle pour moi. Ça vous a beaucoup inspiré. Alors ma question est la suivante. Est-ce que c'est le cinéma qui a éveillé votre intérêt pour la Chine? Quel a été l'élément déclencheur pour vous? Je ne dirais pas que c'est le cinéma, bien que je sois très, très inspirée par certaines œuvres chinoises. Et actuellement, il y a plusieurs films qui sont très parlants pour moi. Oui. Et qui ont un style très, très lyrique, enfin il y a une poésie dans le cinéma chinois, notamment le film qui a gagné l'Ours d'Or à Berlin. Oui. Je crois que c'était en 2014. Black Coal, Thin Ice en anglais. Et en fait, le titre chinois veut dire feu d'artifice en plein jour. D'accord. En fait, c'est inspiré des films noirs américains. Oui. Et ça commence un peu comme un polar classique. Sauf qu'il y a ce style très poétique. Il y a une intrigue policière et finalement c'est vraiment un prétexte parce que c'est une sorte de... Pour moi, c'est plutôt philosophique. Ça montre un peu des personnages dans des espaces et qui se suivent, qui essayent un peu de trouver une réponse à cette intrigue policière. Mais finalement, on dévie vers des images. Par exemple, il y a une image sur une patinoire la nuit. Oui. Il y a beaucoup de scènes de nuit. Et on entend le grincement des patins sur la glace et les personnages qui s'éloignent comme ça dans la nuit. Enfin, ils se tournent autour sur la patinoire et puis à un moment donné, ils dévient dans la nuit hors de la patinoire parce c'est plus ou moins glacé, enneigé partout. Je ne sais même plus si c'est une patinoire ou si c'est un lac sur lequel on patine. Très bien. Et pour vous, à partir de quand vous avez vraiment commencé à vous intéresser, en tout cas à travailler, peut-être avant de travailler, à vous intéresser à la Chine? Alors, je n'aurais jamais imaginé être si liée à la Chine, étant adolescente, enfant. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir pour un concours de beauté. Alors, moi qui étais une étudiante très sérieuse en économie, qui a toujours... Vous avez le physique qui s'apprêtait au concours de beauté international? Je suis passée par cette case et c'est étrangement une partie de mon parcours dont j'ai très peu parlé, dont je parle rarement, mais qui m'a menée à découvrir la Chine en premier. Et en fait, je suis partie donc représenter la France lors de ces concours. Et en Chine, c'était Global Beauty Queen. Il y avait aussi, c'était deux concours, un en Corée et un en Chine. Vous aviez quel âge quand vous êtes partie faire ce concours en Chine? J'avais 20 ans. Ouais. J'avais 20 ans et je me rappelle très bien de l'arrivée en Chine et du contraste entre la Corée et la Chine. Alors on avait fait un voyage de Séoul à Busan,
à travers la Corée. Vous êtes resté combien de temps en Chine pour ce premier voyage? Alors c'était 3 semaines et on a vraiment été accueillis de manière très officielle, c'était très médiatisé. Il y a eu plusieurs événements organisés pour nous montrer un peu la culture chinoise, dont le mariage traditionnel chinois, dans une petite ville. C'était plutôt un village de pêcheurs. Alors, vous avez vu différents paysages, alors quand même les villes avec les buildings et les villages de pêcheurs, la campagne, si je puis dire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 3 semaines? C'était vraiment l'accueil très chaleureux. C'était beaucoup plus froid. L'accueil en Corée était très froid par rapport à la Chine. Et c'était la gentillesse des gens, en fait, qui voulaient interagir avec nous, qui voulaient des autographes, qui nous offraient de petites filles qui venaient, qui nous offraient des fleurs, qui voulaient vraiment, on se sentait... admiré quand même, on va dire. Beaucoup de personnes demandent des photos, je crois, dans la rue. Oui, c'était très très intéressant pour nous. Et il y avait aussi ces événements comme le mariage traditionnel, comme les visites d'écoles. On allait à la rencontre d'habitants de différents endroits et c'était vraiment particulièrement intéressant de voir qu'ils nous accueillaient avec une curiosité, une envie de dialoguer, même si on ne pouvait pas vraiment dialoguer. Enfin, c'était... Ce fut votre premier voyage. Vous avez en tout été 3 fois en Chine, c'est bien ça. Et à chaque fois, ce fut des séjours quand même assez longs. Le premier, donc 3 semaines. Et vous en avez fait d'autres, peut-être plus dans l'optique d'étudier, de quelques mois, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter les 2 autres voyages que vous avez fait en Chine? Exactement. Alors, le premier voyage a ouvert les portes pour un second voyage à Canton. Oui. C'était en 2007, alors exactement, précisément il y a 10 ans. Et pour moi, c'était juste le voyage le plus intense de ma vie. Je suis restée à Canton 3 mois. Oui. Je ne connaissais personne. Enfin, j'ai vraiment été plongée dans l'univers chinois. 3 mois. Pour toujours dans la continuité des concours de beauté, c'est bien ça, à ce moment-là? J'ai fait des pubs, des défilés, c'était pour faire un peu de mannequinat. Et c'était aussi pour moi, j'avais envie de découvrir, j'avais envie de voyage. J'étais à Paris, j'étais acceptée dans l'un des meilleurs masters de Paris 1, en conseil en organisation, stratégie, système d'information. Et j'avais très envie de retourner en Chine et j'ai saisi l'occasion. Et ces 3 mois à Canton, je me rappelle mon arrivée et cette moiteur de la vie, ce climat subtropical. Et un chauffeur est venu me chercher. C'était une voiture avec de petits rideaux. Il faisait très très chaud et on était sur l'un des 6 périphériques. Il y a 6 périphériques autour de la ville qui est immense. Les gens ne parlaient pas anglais, c'était quand même il y a une dizaine d'années. Et du coup, c'était une immersion totale. On était dans un quartier chinois. J'étais avec une amie, on est partis toutes les 2, mais bon, elle est arrivée un peu plus tard. Et nous étions au bord de la rivière des Perles, juste en face de la tour, enfin la nouvelle tour de télévision de Canton qui était en construction. Et je la voyais de jour comme de nuit avec les ouvriers qui travaillaient. J'étais tout près, nous étions séparés par la tour, juste par un terrain vague entre l'immeuble et la tour. Et nous étions au 21e étage d'un immeuble. Et cette tour est aujourd'hui la tour la plus haute de Chine et l'une des tours les plus hautes du monde. Et je me rappelle très très bien des bateaux aussi qui passaient sur la rivière des Perles, éclairés de lumières différentes, les couleurs, les lumières, il y avait beaucoup de lumières différentes. Vous êtes resté 3 mois uniquement sur Canton ou vous avez pu visiter d'autres villes, d'autres provinces? Alors, nous avons été à Hangzhou. J'avais déjà été lors de mon premier voyage et c'était vraiment, j'aime beaucoup le lac et toutes les légendes d'ailleurs autour du lac. Et bon, j'ai été à Shenzhen, une ville un peu plus industrielle. Tout à fait. Alors, je peux vous raconter une anecdote de ma vie à Canton. Nous étions dans un immeuble, dans un quartier chinois, il n'y avait pas un seul étranger. On avait un voisin
qui parlait un petit peu anglais, donc il est très rapidement devenu notre meilleur ami. Mais au tout début, il y a eu une coupure d'électricité à un moment et nous ne savions pas ce qui se passait. On venait d'arriver et personne ne pouvait comprendre. Enfin, on a appelé les gardiens, ils nous parlaient en chinois, on leur parlait. C'est étonnant parce qu'on arrive à un moment donné à se comprendre et à se rapprocher de quelqu'un sans parler la langue. On avait ses voisins aussi à ce moment-là qui ont débarqué chez nous avec toute une tribu d'enfants qui ont commencé à sauter un peu partout sur les canapés, Et on a réussi à communiquer sans parler, enfin ils nous parlaient en chinois, on leur parlait en langue des signes. Enfin, c'était très... une scène de film, en fait. Je pense que la vie d'un étranger en Chine donne naissance à des moments très forts qui sont comme des scènes d'un film de Kusturica ou qui naturellement mènent à une sorte de magie, de réalisme magique où il se passe quelque chose de complètement presque surnaturel, où on arrive à se comprendre sans se comprendre. Est-ce que vous avez fait Pékin et Shanghai ou pas du tout? Pékin, oui, lors de mon 3e voyage. Alors, donc ce voyage en 2007 m'a vraiment donné envie de retourner en Chine et j'ai commencé à étudier le cinéma après ce voyage et j'ai toujours voulu transmettre un peu ce ressenti de ces 3 mois passés à Canton qui était, alors on était à la fois au bord d'une sorte de gouffre de modernité, de foisonnement, une ville qui était très, très intense. C'était, moi qui ai un bon sens de l'orientation, je n'arrivais pas vraiment à me situer. J'ai mis du temps et je me baladais toute seule. Et c'était aussi, j'ai ressenti ce besoin de voyager seule, de me balader seule, de découvrir. J'aimais pas... Même d'autres étrangers m'empêchaient un peu de... Et l'intégration a été comment? Elle a été plutôt facile? Comment s'est passé ce processus? Vous restiez beaucoup avec les Chinois ou finalement vous êtes quand même resté beaucoup avec les francophones? Non, pas du tout. Je dirais que je suis restée vraiment avec les Chinois. J'avais une envie de me déconnecter et d'être vraiment en Chine. Et je me rappelle la découverte des parcs. Il y a des parcs immenses à Canton, avec des arbres centenaires, des lianes, des temples entre ces arbres et surtout une vie très riche dans les parcs. On peut, derrière un arbre, une petite chorale, des gens qui jouent au volant, qui méditent, différents types de méditation, qui font du tai chi, qigong. Enfin, je pense que se balader dans un parc à Canton, à Pékin, dans une ville chinoise, c'est une méditation en soi, justement. Il y a la quête d'une harmonie, une unité, du coup, tous ces sons dans les parcs, parce que chaque petit groupe a sa musique pour telle ou telle activité. Et du coup, il y a une sorte d'unité comme ça qui se fait entre les différents sons, les différentes activités. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de ces différents voyages en Chine? C'était très difficile à Canton, très difficile parce qu'on ne comprenait pas la langue. Il fallait toujours prévoir, écrire les endroits où on voulait se rendre sur un petit papier. Et puis on se perdait, je me perdais dans la ville et finalement cette difficulté m'a permis de découvrir encore plus parce que par exemple au coin d'une rue on entrait dans un temple, j'aimais beaucoup explorer les temples et passer du temps dans différents endroits où il y avait des activités de méditation, de culte, le temple des Sibanyans par exemple. On a l'impression que ces séjours vous ont beaucoup apaisé. Intérieurement, ça a été plus une cure peut-être? Il y avait un apaisement, oui, en effet. Il y avait il y a une temporalité différente en Chine, je trouve. Il y a une manière différente d'appréhender le temps.
d'appréhender aussi le quotidien, le rapport aux autres, avec ces activités collectives, avec cette méditation en fait qui a une place importante dans la vie de tous les jours. Oui. Eliana, vous êtes en train de travailler sur un documentaire sur les Hutong de Pékin. Est-ce que c'est votre troisième voyage à Pékin qui vous a donné envie de travailler sur ce projet? Oui, exactement. Mon troisième voyage à Pékin était... Je n'arrivais pas à partir de la ville. J'ai changé mon billet d'avion plusieurs fois. Et j'avais ce besoin d'être seule. Enfin, j'étais avec un groupe au départ. On présentait un spectacle à travers la Chine. On était accueillis dans différentes villes, Shichachang, Guiyang, Liupanshui d'ailleurs dans le sud. Et quand les autres sont partis, j'ai eu envie de rester et de vraiment partir à la rencontre des habitants de Pékin, toute seule. Et je me baladais, je ne comprenais pas, bien sûr, la plupart du temps ce qui se disait autour de moi. Et j'ai commencé à rencontrer des différentes personnes. Comme ça, j'ai découvert aussi cette manière de voyager qui est différente. Normalement, c'est vrai que les Français ont tendance à aller à l'étranger, à se connecter à d'autres Français, par exemple. Moi, j'ai eu la démarche inverse. J'ai voulu rester à Pékin pour justement rester loin des bars où il y avait des expatriés, où il y avait des Français, autres étrangers. Et j'ai rencontré ainsi des jeunes qui m'ont beaucoup montré de Pékin et de la Chine aussi. Le traditionnel peut-être de Pékin avec les Hutong. Exactement. Dans votre documentaire, qu'est-ce que vous essayez de montrer? Qu'est-ce que raconte votre documentaire? Alors le documentaire raconte la vie d'artistes qui vivent dans les Hutong et comme vous dites, il y a ce côté historique des Hutong qui sont quand même là depuis des siècles et avant même la cité interdite. Et ces jeunes artistes sont extrêmement ouverts sur le monde et par exemple l'un d'eux tient avec sa petite amie une boutique de vêtements vintage au pied de étonnant. Oui, c'est ce qu'il me disait qu'à Pékin, malgré l'immensité de la ville, il n'y a que 4 magasins de vêtements vintage. Ce n'est pas quelque chose qui marche très bien. Et du coup, sa boutique attire toute une communauté d'artistes, de jeunes un peu en quête de quelque chose de différent. Et c'est vraiment au pied entre la tour du tambour et la tour de la cloche, pas très loin des Hutong. Enfin, et alors, dans la boutique, il y a par exemple une affiche d'À bout de souffle de Godard, il y a des photographies, des Hutong, il fait de la photo aussi, ils ont beaucoup voyagé. Et alors, ce jeune me racontait qu'il a grandi dans un Hutong. Et il me racontait un peu cette harmonie de vivre avec différents animaux. Parce que là, la Chine évolue beaucoup. Peut-être qu'il y a 5 ans, Pékin, Exactement. comme vous l'avez vu, n'est plus comme cela. Oui, mais justement, il me disait qu'on pouvait créer un lien entre ce passé et... enfin, il y a maintenant de nouveaux Hutong à Séni, où il y a ces liens humains qui se créent, les gens qui conversent autour qui cuisinent ensemble, qui se retrouvent. Et est-ce que lors de vos voyages, vous avez partagé des moments privilégiés? Tout à l'heure, vous nous disiez que vous avez assisté à un mariage. Est-ce que vous avez assisté à des fêtes traditionnelles, peut-être, parce qu'en 3 mois, plusieurs mois de séjour là-bas, racontez-nous un petit peu ces différences de culture, les fêtes auxquelles vous avez assisté. Alors oui, il y avait justement à Pékin la fête de la Lune, le festival de la Lune, qui était très impressionnant pour moi. Et pareil, de petits groupes s'organisaient dans la ville pour manger des mooncakes, pour célébrer la Lune. Et je trouve ça très, très poétique. Enfin, ce rapport aux éléments, à la Lune, au soleil, qui apparaissent aussi dans... Je pense que ça vient du langage même. Des noms comme Chant de nuit, on peut appeler par exemple, l'une des filles était surnommée par ses amis Chant de nuit, ou même les noms de différents monuments, même dans la cité interdite, le pavillon de la pureté céleste, le pavillon de la tranquillité céleste, l'harmonie suprême.
Oui, j'étais inspirée même par les noms, par la manière d'exprimer son rapport à la nature, aux choses. Et oui, ce Festival de la Lune, j'ai vraiment vu les préparatifs, la manière, ça réunit aussi les familles, les amis dans les parcs, autour des lacs. Enfin, il y a beaucoup de lacs à Pékin et ça m'a beaucoup... Enfin, la nature est quand même très présente avec ces saules pleureurs géants et leurs ombres mouvantes sur les habitations, ces groupes qui dansent, même quand on sort des parcs, il y a la pénombre, dans la pénombre entre un arbre centenaire, enfin il y a cette image très... et donc après ce voyage à Pékin, j'ai fait mon film, c'est entre documentaire et fiction, c'est l'histoire d'une femme qui traverse la Chine en quête d'un homme de son passé. Finalement l'homme est un prétexte, elle découvre la Chine, elle fait de nouvelles rencontres. Et ça s'appelle d'ailleurs Après la rue du fantôme. La rue du fantôme, alors qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est une traduction d'une rue chinoise? Oui, j'ai été très fascinée par ces histoires de fantômes, justement. J'ai rencontré cet homme qui m'a parlé des points fantômes, de l'organisation même des habitations traditionnelles autour de cours carrés et toujours près d'un puits. Et qu'il y avait un point fantôme dans tout espace. Et il m'a parlé de cette rue du fantôme qui est devenue par la suite la rue Gourmande, enfin, parce que personne ne voulait avoir des commerces sur la rue du fantôme, ça porte malheur. Et pour moi, il y avait cette symbolique du changement de nom de la rue et du fait de traverser un peu la rue du fantôme pour se redécouvrir, pour un nouvel éveil, un nouvel état un peu enfin, la Chine a provoqué cet éveil en moi, cet état entre semi-éveillé, peut-être un état zen, de quiétude, d'harmonie. Et j'ai été invitée d'ailleurs en Bulgarie pour parler de la Chine et de mon film dans une émission d'une télévision bulgare qui était justement très intéressée par ce rapport d'une Bulgare à la Chine, cette passion finalement, parce qu'il y a quelque chose qui me pousse à retourner en Chine. D'ailleurs, j'ai très envie d'y retourner alors même je vous parle. Et il me demandait un peu pourquoi la Chine et pourquoi ce film. Et enfin, ça s'est vraiment imposé à moi d'essayer de partager la manière dont les rencontres là-bas m'ont mené à cet état finalement de quiétude et d'harmonie. Vous avez fait beaucoup de très belles rencontres, sûrement ces rencontres qui vous ont donné envie de faire ces films, ces documentaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les œuvres, les artistes qui vous inspirent, artistes chinois? Oui, tout à fait. Alors, dans le cinéma, j'ai vu... alors, je vous ai parlé du film Black Coal, Thin Ice, qui m'a beaucoup inspirée, dans lequel il y a une poésie. Alors, sinon, il y a Kylie Blues. Et c'est, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais il y a un plan séquence d'une 40aine de minutes dans lequel le personnage du film en fait est dans un... On ne sait pas trop, c'est ce caractère onirique. On ne sait pas si on est dans la réalité, si on est dans un rêve. Il croise des personnages de son passé, de son futur. Enfin, c'est un film chinois, c'est ça? Un film chinois. D'accord. Et il y a cette poésie aussi dans le film. Et le personnage Enfin, il y a cette image très forte de deux trains qui se croisent et cette impression d'une horloge qui tourne à l'envers. Comme si, enfin, le film crée vraiment cette magie et cette possibilité de voyage dans le temps, d'espace atemporel finalement. Très bien. Et vous avez ramené ici un livre sur le plateau? Oui. Alors c'est Le pays de l'alcool de Mo Yan, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2012. Le style est absolument envoûtant.
particulièrement intense et très imagé. D'accord. C'est ce côté imagé, j'ai l'impression, en lisant certains livres chinois. Alors, il y a François Cheng aussi, avec le Di de Tianyi, Shansa, avec la joueuse de Go, impératrice. J'ai été très inspirée par la littérature chinoise, mais ce livre en particulier, il y a un mélange de rêve, de réalité, de fantaisie. Il y a vraiment un côté très imagé dans la littérature chinoise. Quand je lis, j'ai l'impression, je vois des images et il y a une manière de décrire la nature, le rapport de l'homme à la nature, différents univers, avec beaucoup de détails. C'est très détaillé, avec des expressions aussi, je me rappelle de cette scène dans Le Pays de l'Alcool de Moyane où les deux personnages se retrouvent sur la rue des ânes. Et pas très loin, il y a la rue des cordes, la rue des tissus, des chapeaux. Et il y a une pluie torrentielle qui se déverse sur cette rue. Et là, l'auteur nous parle aussi de ce troupeau d'ânes qui s'entrechoquent. Et les personnages, enfin, il y a un lien qui est fait entre les pensées des personnages, leurs tourments, et ce qui se passe concrètement, la manière dont la pluie frappe les pavés, la manière dont la femme glisse, le son que ça produit. Alors on voit des sons, des images, et c'est d'une intensité rare. Je n'ai lu aucun livre dont le style est aussi imagé. Bien sûr, il y a aussi le Di de Tianyi et François Cheng. Il y a une poésie aussi, quelque chose de très imagé. Et donc voilà, il y a toujours un côté très onirique, très imagé. Si les livres étaient une peinture, des peintures, ce serait à la fois impressionniste, ultra-moderne, très romantique aussi, avec un emprunt d'un lyrisme très poussé. Et voilà, une conscience, par exemple, dans Le Pays de l'Alcool, où les personnages ne dessoulent jamais, parce qu'il y a une recherche, c'est aussi un endroit en Chine où on fait une recherche scientifique sur les vins et spiritueux. Et du coup, il y a la conscience qui est représentée, la conscience du personnage par un papillon qui s'évade à chaque fois dans différents espaces. Et on décrit le ressenti de ce papillon, et c'est presque, c'est visuel finalement. Enfin, il arrive à décrire de manière visuelle et très très imagée. On a des images en tête, et on voit des personnages complètement extraordinaires qui apparaissent. C'est le réalisme magique dans toute sa splendeur qui apparaît par touches comme ça, avec un personnage, par exemple un petit garçon, c'est une légende dont la peau est en écailles de poisson, qui apparaît à dos d'âne, et la lune, la lune se reflète sur ses écailles, et donc il transmet cette lumière lunaire à travers lui, et se déplace entre l'auberge des nains, les différentes rues de différents artisans, et c'est un tourbillon. Il y a une sorte de magie qui opère dans les livres, dans ce livre en particulier, Le Pays de l'Alcool. Je peux vous lire un extrait. « Ce n'était pas un verre d'alcool, mais le disque du soleil levant, une boule de feu à la froide splendeur, le cœur d'un amant. Un instant plus tard, il aurait l'impression que son verre de bière était une lune toute ronde, jaune foncé, qui était habituellement accrochée dans le ciel, mais s'était à présent faufilée dans la salle à manger. Un pamplemousse ne cessant de grossir, une balle jaune avec d'innombrables piquants de barbe souple, une renarde au fin duvet. Sa conscience accrochée au plafond ricanait froidement. L'air frais lancé par la climatisation montait vers le zénith après avoir franchi maints obstacles, la rafraîchissant et lui donnant des ailes.
Les motifs du plafond étaient vraiment d'une beauté incomparable. Ayant quitté son corps, sa conscience avait étendu ses ailes et volé dans la salle à manger. Parfois, elle frôlait les rideaux en soie de la fenêtre. Bien sûr, ses ailes étaient plus transparentes, plus fines et plus souples que la soie des rideaux. Parfois, elle frôlait les perles en verre des lustres qui réfléchissaient la lumière. Parfois, elle frôlait les lèvres rouges cerises des jeunes filles en rouge. Eliana, quels sont vos projets? Est-ce que vous comptez retourner en Chine? J'aimerais beaucoup retourner en Chine pour voyager d'une part et pour mes projets d'autre part, le projet sur les artistes des vieux quartiers pékinois que j'aimerais suivre quelque temps et donc pouvoir faire ce projet, ce film, plusieurs portraits. D'ailleurs, j'ai ces artistes qui m'écrivent, enfin on est en contact, qui me racontent différentes choses encore, qui me parlent de leurs nouveaux voisins, qui me parlent un peu de leurs activités artistiques. Oui. Et j'aimerais voyager aussi davantage, découvrir de nouvelles villes, dans le sud notamment, et surtout retourner à Canton aussi, Oui. pour 10 ans après, pour C'est voir... ça, l'évolution, le changement. Pour voir cette fameuse tour de télévision achevée et redécouvrir un peu cette montagne du nuage blanc en pleine ville avec son parc de calligraphie aussi. Enfin. J'espère que vous allez retourner donc, en Chine et dans le sud plus particulièrement et j'espère que vos documentaires et vos films se concrétiseront. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui sur le plateau de Mandarin TV, de raconter votre expérience avec la Chine. Merci à vous Sylvie, c'était vraiment un honneur pour moi et j'espère que nous aurons de nouvelles expériences à partager. Très bien. C'est la fin de votre émission Vision Chine. Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition.